Salut Lucie, merci d'être là pour partager ton parcours et ton métier d'assistante de réalisation. Donc c'est quelque chose qu'on n'a jamais vraiment évoqué sur la chaîne encore, donc à mon avis il y a voilà, des choses à expliquer qui sont intéressantes. Est-ce que tu pourrais d'abord peut-être te présenter en quelques mots et puis ensuite on démarre sur ton parcours en gros, comment t'en es arrivé là? Tout d'abord, merci de me recevoir sur ta chaîne. Avec Je trouve plaisir. qu'elle est hyper utile pour tout ce qui est métier de l'animation et tout. Et effectivement, j'espère que cette vidéo permettra de faire un peu plus découvrir mon métier qui est assez peu connu, autant par le Ouais, grand public que même par souvent même les gens au sein de mon équipe qui savent pas vraiment ce que je fais. Voilà, ok. donc je suis Lucie, je suis assistante réalisatrice. J'ai commencé dans l'animation il y a 12 ans maintenant et je suis assistante réalisatrice depuis 8 ans. Voilà, donc D'accord. principalement sur des séries, principalement en 2D. Et voilà, en Et au gros. niveau de ton parcours, c'est quelque chose qui t'a toujours intéressé d'aller vers la réalisation? Ou alors t'as appris d'autres choses et ensuite tu t'es dit que ça pourrait être quelque chose qui te plaît plus, le côté aussi gestion globale, on va dire, de la réalisation aussi? En fait, de base, moi, j'ai fait des études de cinéma. Ouais. Donc Donc, de je cinéma live. voulais cinéma live, ouais, je voulais faire du live. Et puis, en rentrant plus ou moins dans la vie professionnelle, on va dire, j'ai fait des stages en boîte de production. Et ça m'a pas vraiment plu. C'était l'ambiance, le rush du tournage, la préparation qui dure beaucoup de temps et tout ça, ça m'a pas vraiment plu. Et en parallèle de ça, j'étais à la fac et je devais faire un mémoire et j'ai décidé de faire un mémoire sur Pixar. Hmm. Et du coup, je me suis dit, mais pourquoi j'irais pas explorer l'animation, tout simplement, donc je connaissais pas du tout. Et j'ai fait un stage. J'ai été acceptée dans un stage chez Exilam Animation. Ouais. Et en fait, donc je connaissais rien du tout. J'ai commencé en tant qu'assistante de production. Et en fait, j'ai adoré. Ils m'ont proposé un job au bout de 2 mois. Et voilà. Et donc, en gros, j'ai commencé là-bas. J'ai commencé en assistante de prod. J'ai dû faire une prod ou deux. Non, une prod et demie, je crois. Et pareil, donc la production, ça m'a pas trop plu. Parce Ouais. que c'est un truc où on est vachement dans les quotas, les plannings, les listes de correction, les listes de validation et tout. Et en fait, je trouvais qu'on perdait le sens de pourquoi enfin, en tout cas, moi, je trouvais que je perdais le sens de pourquoi j'étais là, à savoir qu'est-ce qu'on raconte, qu'est-ce qu'on voit et tout Hmm. ça. Et j'ai eu une occasion qui s'est présentée, une seconde assistante réelle qui est partie sur une autre prod, je crois. Et du coup, je l'ai remplacée sur les 5 derniers épisodes de la série. Et là, c'était la révélation. Ouais. Parce qu'en fait, quand on fait ce métier-là, c'est donc quand on sait pas dessiner comme moi, quand on n'a pas un background artistique, c'est vraiment un des métiers qui permet de voir, je trouve, l'artistique au plus près. Et en fait, il y a quand même des décisions qu'on peut prendre qui du coup peuvent influer sur l'artistique sans avoir à dessiner. Voilà. Donc et à partir de là, je me suis dit ok, c'est ça que je veux faire. Donc j'ai fait une prod en seconde assistante réelle. Et après, je suis passée première en 2015. Et Ouais. depuis 2015, je suis première assistante réelle. Voilà. Et c'est vraiment, enfin, j'adore quoi. Bah trop bien. Bah, on va justement aller un peu plus en détail dans ce que c'est. Et ce que je voulais rappeler encore une fois, parce que souvent je le dis quand il y a des vidéos comme ça qui sont pas sur des métiers où on dessine, où on fait de la Mhm. peinture ou quoi que ce soit, c'est qu'il y a Mhm. des tonnes et des tonnes de métiers de partout en fait Ouais. dans l'animation en particulier, où il y a des branches dans tous les sens, des sous-branches et tout. Donc il y a Mhm. toujours moyen de faire des choses, que ce soit même dans le recrutement par exemple, comme on a vu avec d'autres gens, Ouais. la production, dans les studios, il y a des tonnes de gens qui doivent faire fonctionner tout ça. Et là, tu as évoqué le fait qu'il y avait deux parties d'assistance. Donc il y a première, seconde. C'est quoi la différence en fait déjà rien qu'entre réalisateur et assistant-assistante, ou réalisateur et réalisatrice évidemment. Ouais. Comment ça... Alors, je pense il y a plusieurs façons d'être assistant réel. Ça dépend des boîtes. Ouais, Moi, tel que je le connais et tel que je le fais depuis 8 ans, donc moi, je suis pas, je suis une assistante réelle en fait, je supervise la fabrication. d'accord. C'est-à-dire que le réalisateur, lui, il a sa vision artistique. Il est en charge d'un film, d'une série ou quoi. Donc lui, il va se concentrer sur la narration, sur les storyboards, sur les enregistrements, en fait, lui, il est sur l'artistique de ce qu'il veut voir à la fin. Et moi, mon travail, c'est de superviser toute la fabrication derrière pour que lui, il se pose aucune question de comment on va faire ça, etc. Mais en gros, pour que à la fin, il ait le produit qu'il voulait, quoi. Mais Mhm. sans s'être posé les questions de comment on a fait, avec quel pipeline, quel logiciel.
en entrant plus dans le détail, est-ce que ça c'est du décor, est-ce que ça va être de l'accessoire, est-ce que ça va être du FX ou voilà. Donc moi c'est comme ça que je fais mon métier. Donc je reçois une animatique du réalisateur et à partir de là, je déroule toute la fabrication pour savoir, ok, ça ce sera fait en décor, ça ce sera pour notre équipe FX, ça ce sera, on fera ça au compositing, ça il faut qu'on fasse quelque chose en 3D parce que là en 2D c'est pas possible, ce genre de choses. Mais je sais qu'il y a des boîtes où les assistants réalisateurs sont un peu des directeurs artistiques co-réalisateurs où en gros ils peuvent faire du storyboard révisionniste, ils peuvent faire du check layout et ce genre de choses. Moi je fais pas ça. Donc j'ai quand même un regard artistique parce que bah, à force l'œil se forme et puis même j'ai un background de cinéma et compagnie puis je suis curieuse de ça donc j'ai quand même un regard artistique. Après je suis pas DA, je suis pas co-réalisatrice quoi. Donc moi c'est vraiment d'ailleurs j'aimerais bien parfois qu'on renomme mon poste en supervision de la fabrication parce que c'est vraiment ce que je fais quoi. Et après je bosse souvent avec un renfort premier assistant réel parce que souvent la charge de travail est énorme. Donc souvent on a besoin d'être deux et un second ou une seconde assistante réalisatrice qui c'est comme ça qu'on apprend le métier en fait qui m'assiste. Je donne les grandes lignes de ce qu'il faut faire et le second ou la seconde peut préparer les fichiers pour les équipes, faire en sorte toutes les petites tâches qui en fait sont hyper chronophages mais hyper utiles parce que ça permet de rentrer dans les logiciels, comprendre comment ça marche, voir les problèmes et en fait c'est en faisant comme ça qu'on apprend. Enfin moi j'ai commencé en étant seconde et en fait c'est super parce que comme on est au contact de tous les départements, bah du coup il faut qu'on connaisse un peu tout. Donc du coup faut aller voir les gens qui sont en décor et apprendre à comment marche Photoshop, apprendre à faire des décors à la bonne taille, à faire des fichiers de décors à la bonne taille. On va aussi voir l'équipe anime, on apprend les rudiments du logiciel sur lequel ils travaillent, on sait comment marche un storyboard. Enfin voilà. Donc moi c'est comme ça que j'expérimente le métier depuis 8 ans. Je sais que c'est pas partout pareil, mais en tout cas c'est mon expérience. Ouais. C'est vrai que là, c'est un truc où j'ai peut-être du mal à voir la nuance avec la personne chargée de production, qui, j'ai l'impression, fait aussi tout le suivi, etc. Donc, est-ce que dans certaines prods où tu as été, il n'y avait pas de chargé de production et que c'est toi qui faisais ça, ou est-ce qu'il y a d'autres Alors nuances ça, je avec pense ça? que c'est essentiellement en 3D. Je sais pas ton expérience, mais en 3D, Bah, je sais qu'il y a très peu d'assistants réels parce qu'il y a des chargés de prod par département. Chargé de prod asset, chargé de prod, c'est peut-être pour ça. Mais là, nous, tel que je l'expérimente en 2D, il y a un pôle production avec une direction de prod, un chargé de prod, une assistante prod qui, eux, en gros, font du management de l'équipe. Donc, ils sont en charge du recrutement, ils sont en charge des plannings, le planning à la semaine, le planning au mois, le planning pour la livraison de la série, tout bêtement. hmm, Et en fait, eux, en fait, c'est plus les objectifs que doivent atteindre les équipes à la semaine. Et moi, j'ai leur prérogative. Et en gros, je peux leur dire, bah ça rentre pas. Ou par exemple, si eux, ils me disent, il faut qu'on ait fini tel épisode pour tel jour et que je leur dis que je vois que c'est pas possible, soit je trouve des solutions en termes de fabrication, soit c'est un dialogue qu'on a entre deux. Donc voilà. Donc en production, ils sont beaucoup moins dans la fabrication que moi. C'est plus c'est plus de la comment dire de la du management de ressources, on va dire. Et ouais. ok, là on est en retard, il faut recruter du renfort, là c'est bon, là on n'a pas assez de travail, donc comment on peut faire, avec quoi on peut les occuper, voilà. Et en fait, c'est un dialogue qu'on a en permanence tous les jours. Moi, je suis très proche de ma dire de prod. Où en gros, c'est on mène le bateau, quoi. Hmm. Elle s'occupe de, ok, il faut que tout le monde ait du travail d'un point de vue euh, production, et moi c'est plus faut que tout le monde ait du travail d'un point de vue factuel, quoi. Donc faut que les fichiers soient prêts, faut que le storyboard soit dépouillé, etc., quoi. Ok. Parce que c'est... alors là, je suis du coup plus très sûr de son intitulé, Mhm. mais mon associé sur Calipeg, qui s'appelle Mhm. Lise, elle est à Ponoc. Donc elle Ouais. travaillait avec les films du Poisson Rouge et Ponoc. Maintenant, elle est Mhm. là-bas. Et il y a, je pense que son intitulé c'est chargé de prod, et elle fait justement tout le truc de je dois récupérer les fichiers, je dois vérifier des trucs. Enfin, Ouais. j'ai l'impression qu'il y a vraiment le côté récupérer la fabrication et voir un peu ce truc-là. Après, peut-être que c'est différent dans une production au Japon ou dans une production autre, mais c'est en 2D en tout cas. Donc voilà, Mhm. Ouais. j'ai l'impression que c'est pas toujours la même chose. Ouais, ça peut changer. Moi, ce côté-là, on l'a plus assistant de prod qui Ouais. s'occupe des échanges, parce que là, typiquement, je suis sur une série, on est 4 studios à travailler.
Donc trois en France et en Vietnam. Et il y a un truc où faut, forcément, il y a de l'échange de fichiers entre les différents trucs. C'est quelque chose qu'on peut faire à l'assistanat réel ou en prod. Mais là, moi, mon travail à moi, par exemple, c'est que, admettons, actuellement, je suis sur une série où on fait que de la fabrication. Donc, c'est-à-dire qu'on n'est pas en pré-production, c'est vraiment fabrication, donc c'est un peu différent. Mais sur une série, on est en série normale, on fait la pré-production. Donc, on a un storyboard qui arrive, une animatique, et moi, je prends l'épisode. Et donc, en me disant derrière, on va sous-traiter ou on va envoyer un prestataire, il faut qu'il puisse fabriquer l'épisode. Donc, du coup, à partir de cette animatique-là, je vais, et du main pack et des assets qu'on aurait déjà, je vais dire, tel personnage habillé comme ça, on l'a pas, donc du coup, il faut que mon équipe design ici fasse la référence. Idem pour les décors. S'il y a des FX très spécifiques, il faut qu'on les fasse. Si tout à coup il y a des props qu'on ne veut pas, il faut qu'on les fasse. Voilà. Donc moi, je suis en charge de décider de quoi on a besoin en création qui serait fait par nos équipes ici pour qu'on ait un pack, que quand ça part chez nos sous-traitants, nos prestataires, ils n'aient pas à se poser de questions. Tu vois. Et après, en plus de ça, plan par plan, en fait, je décide de comment on va faire les plans. Donc, si par exemple il y a un plan avec un énorme mouvement de caméra et que ça dépasse la résolution maximale qu'on puisse faire dans After ou Compo, il faut que je vois comment on peut faire. Si on a des décors qui défilent, comment on va les fabriquer. Des tas de choses comme ça. Et donc du coup, moi, je balise en gros le travail que je donne à mes équipes. Et une fois que je le file à mes équipes sur place, je vérifie que ils sont dans la bonne direction, qu'ils me font pas un décor en jour alors que l'épisode se passe de nuit. Et en plus de ça, j'assure la coordination entre les départements parce que souvent, tout est lié. C'est-à-dire que un props dépend d'un décor, donc il faut attendre que le décor soit fait. Donc il y a aussi ça, c'est gérer les priorités. C'est ok, fais d'abord ce décor, comme ça après on peut le donner à l'équipe des props. Ce genre de choses. Ouais, je sais pas, en 3D, Ouais, en 3D, c'est sûrement encore différent, mais voilà, vu qu'en 2D, il y a des termes qui peuvent varier aussi. Après, de toute façon, quand on travaille là-dedans, on va voir quel rôle on aura. Des fois, il y a des intitulés un peu différents ou quoi, mais l'important, c'est la tâche en question, quoi. Et là, tu évoquais aussi qu'il y a certaines séries ou autres où on fait que de la fabrication et d'autres où on a tout le truc. Donc, est-ce que tu peux expliquer peut-être un petit peu les différences là-dessus? Parce que tu as fait surtout des séries où il y a la pré-prod avec et tout ça. La différence, c'est que quand on est en pré-production, quand on est dans la boîte à l'origine de la série, on va dire qu'on a plus on a toute la création, quoi. C'est-à-dire que une série, ça commence avec une bible littéraire et une bible graphique. On a les intentions les intentions graphiques et littéraires de la série. Et derrière, on peut avoir une phase de développement où on décide du style graphique. Donc souvent, moi, je peux intervenir à ce moment-là pour dire, tel style, attention, c'est trop compliqué, la ligne tremblée à répercuter sur tous les dessins de tous les trucs, c'est compliqué. Ça se fait aussi en lien avec la direction technique, en fonction de sous quelles licences sont attribuées au studio, parce que on n'est pas, enfin il y a des deals qui sont passés avec des logiciels et souvent il y a des styles de séries qui se prêtent pas à certains logiciels. Donc voilà, donc après on essaye de faire l'inverse plutôt, c'est-à-dire d'avoir le logiciel qui correspond à la direction graphique de la série. Et donc quand on est en pré-production et qu'on est à l'origine de la série, il y a un truc plus artistique, c'est-à-dire que on a vraiment de la création. On peut, une fois qu'on est dans le style de la série et qu'on suit le main pack, nos artistes ils peuvent inventer des nouveaux lieux. Enfin vraiment, je pense se faire plaisir. Idem pour les nouveaux personnages, tout ça. Alors que quand on est en fabrication, en fait, tout ça, on l'a pas. C'est-à-dire qu'on reçoit un pack où il y a déjà tout, les personnages, les décors et tout ça. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est la déclinaison. Donc c'est, voilà, voici nos références, voici le turn de nos personnages, voici notre décor. Et après, faut faire tous les plans un par un, voilà. Moi, j'avoue, j'adore, parce que je suis pas artiste, mais parce que il y a un truc où c'est trop bien. Moi, j'adore la fabrication, j'adore superviser tout ça. Donc, c'est genre, là, comment. En fait, il y a un truc aussi d'efficacité. C'est-à-dire que comment on peut être au plus efficace, parce que quand on a un épisode qui fait 400 plans, voilà, comment on peut être au plus efficace pour
réutiliser au maximum cet axe de vue pour pas avoir à le dessiner à chaque fois. Ouais. Est-ce qu'on peut créer des banques d'animation, des banques de posing, tout ça pour justement essayer de gagner du temps et de l'argent. Du coup, bon, ça c'est pas vraiment mon domaine, mais en gagnant du temps, on préserve nos équipes aussi. Enfin, il y a un truc où ils sont moins fatigués. Et parce qu'il y a Mm. ça aussi, l'encadrement d'équipe. Oui, c'est là où j'allais venir après, le côté forcément Mm. relationnel et tout, de faire en sorte de pas cramer tout le monde. Mais en même C'est temps, il y a ça. l'impératif de production qui fait qu'il y a le délai. Ouais, Ça doit être ouais, une balance pas facile. ouais. Bah c'est ouais. Moi, j'essaye de. C'est un truc qu'on nous apprend pas. On est propulsé comme Ouais, ça et en j'imagine. fait, le management d'équipe, c'est compliqué. Moi, j'ai de la chance. Chaque fois, j'ai jamais eu de conflit à régler, de problème ou quoi. Mais c'est vrai qu'il faut être à l'écoute des gens, être à l'écoute du fait qu'ils soient fatigués. Voilà. Donc moi, je gère pas non plus les ressources, le départ en vacances, tout Mm. ça. Mais c'est vrai qu'il y a un truc où j'essaye au maximum dans mon travail de faire en sorte qu'ils aient. Enfin, vu que moi je dessine pas, par exemple, j'essaye de faire en sorte que bah je leur prépare au maximum les fichiers, je leur mets le plus de références possible dedans et tout pour qu'ils aient le moins de temps à perdre et ou d'énergie à perdre pour ça, quoi. Et puis après, bah, c'est essayer d'avoir une bonne ambiance, une cohésion d'équipe. On fait beaucoup, ouais, on essaye beaucoup de faire des choses en équipe et de garder une cohésion parce que c'est une série d'animation, c'est long, c'est un marathon très long où bah, enfin, des fois on a des périodes de rush, mais qui peuvent durer 3 semaines, un mois, quoi. Donc c'est Ouais. vrai que préserver les gens, c'est important, quoi. Donc, ouais, ça c'est un gros morceau aussi, la gestion humaine. Ouais, bah c'est ça. Et est-ce que tu retrouves souvent les mêmes équipes sur différents projets? Parce que je vois que en fait tu switches plus ou moins entre Xylam et Mm. Bobby Pills Mm, sur quelques prods là. Donc est-ce que les gens sont oui, un peu tout le temps les mêmes? Est-ce qu'il y a beaucoup de oui. renouvellement, etc. C'est souvent les mêmes, surtout Ouais. à Xylam. Ce qui est à la fois quelque chose de bien parce que ça veut dire que la boîte se soucie de nous et du coup privilégie le recrutement d'une prod à une autre pour essayer de pas mettre les gens au chômage ou quoi. Et en même temps, c'est un revers qui est que le fait de travailler tout le temps avec les mêmes personnes, bah, y a pas vraiment de renouveau, ni Mm. artistique, ni relationnel, quoi. Bon, là, c'est en train de changer. Ça fait plusieurs années qu'il y a des nouvelles personnes qui rentrent. Mais moi, la première, enfin, quand je suis partie à Gaumont Animation après avoir fait 4 ans à Xylam, je crois. Et le fait d'aller à Gaumont Animation, j'ai rencontré plein de gens, j'ai rencontré plein d'artistes. Et donc, quand je suis revenue à Xylam, bah, c'est un peu mon carnet d'adresses qui vient avec moi. Et donc, du coup, c'est, Ouais. ah, bah, qu'il faut embaucher des gens, voilà. Donc, c'est un peu comme ça que se fait le réseau. Mais oui, globalement, c'est un peu tout le temps les mêmes personnes. Mais en même temps, le milieu d'animation est relativement petit. Donc, Ouais. ouais. Bah, c'est un truc qu'on avait évoqué dans Mm. d'autres vidéos aussi. Le côté, il y a quand même de plus en plus de monde qui sort d'école, etc. Avec différents niveaux Mm. selon les écoles et tout. Et que plus de monde sur le marché n'était pas forcément un truc positif, quoi. Ça dépendait aussi de à quel point on peut les prendre et tout. Bon, après, ça, c'est un sujet un peu annexe qui sort Ouais. complètement de ce que toi, tu décides, Mm. forcément. Mais voilà, il y avait Ouais. ces Mm. enjeux-là, quoi. Là où c'est compliqué, c'est que quand on est dans une boîte où les séries doivent sortir dans un temps qui est de plus en plus restreint et voilà, il y a un truc où effectivement c'est un peu plus dur de laisser de la place à des juniors Mhm. parce que bah il faut des gens efficaces tout de suite et ça c'est pas bien je trouve parce que bah moi heureusement qu'on m'a laissé ma chance Bah et que au ouais. début dans les 2 premiers mois je comprenais rien même le vocabulaire enfin vraiment j'avais un background de zéro et j'ai tout appris sur le tas et heureusement qu'on m'a laissé ma chance et c'est un peu dommage que maintenant, on soit un peu dans ce rush de série, enfin, où il faut que ça sorte en un an, en 11 mois, il faut qu'il y ait une série qui sorte. Et effectivement, c'est un peu compliqué. Après, on essaye toujours dans les équipes, d'avoir plus un senior et un junior pour comme ça, bah, c'est un pari sur l'avenir aussi. Mais Ouais. c'est vrai que ouais, le fait qu'il y ait de plus en plus d'écoles et de plus en plus de gens sur le marché, j'imagine que c'est pas, enfin, je sais pas ils font maintenant, mais ça doit être galère, ouais. Ben ouais, c'est ça, en gros, il y a plein de monde. Après, il y a toujours aussi la possibilité de travailler, même depuis la France, vers l'étranger, etc. Enfin, Ouais, il y a quand même de plus en plus de choses à faire, mais c'est ce côté expérience là ouais, que tu évoques ouais. où c'est pas facile de rentrer forcément. Après, de ce que j'ai vu, parce que moi je suis pas dans les studios, Ouais. mais une fois que tu as fait le premier job, après ça se débloque relativement Ouais. vite si Mm. tu as bien fait les choses en fait. Mais c'est Ouais. le premier truc qui est pas facile et j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui arrivent pas à avoir un stage et tout parce qu'il y a plein Ouais. de prods qui en prennent plus et tout ça.
Voilà, ça c'est un peu les trucs du moment, quoi. Ouais, bah ouais, parce que les stages, par exemple, il suffit que ça tombe. Enfin, je sais parce qu'à chaque fois, c'est genre bon, bah, est-ce qu'on peut avoir des stagiaires? Mais c'est ouais, mais faut prendre du temps pour l'encadrer. Enfin, et en fait, il y a un Mm. truc où les plannings sont tellement serrés que c'est vraiment compliqué, quoi. Donc, je pense que c'est un problème systémique qu'il faudrait un peu Ouais, c'est revoir. ça, c'est plus grand que nous, pour le coup. Ouais. Ouais. Et tu disais dans la discussion qu'on avait eue que tu voulais peut-être décortiquer un petit peu un générique d'une série que vous aviez Oui. faite. Donc, c'est un générique pour la série Fury Wheels sur laquelle j'ai travaillé de 2015 à 2018. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent dans le générique, hein, un peu Voilà, comme d'habitude, on met des pauses dans tous les sens et exactement. des mouvements de Mm, fou. mm. Et donc voilà, donc malheureusement, j'ai pas l'animatique parce que c'est un peu le problème, parce que quand on termine une production, on s'en va et on n'a plus aucun matériel vu que tout appartient au studio, donc j'ai que Mm. le matos final. Donc en fait, si je voulais vous montrer ça, c'est parce que donc moi je reçois une animatique, donc c'est un storyboard animé timé avec la musique, et à partir de là, faut penser la fabrication. Donc le générique, on l'a fait en parallèle de la série. Donc on avait déjà tous nos personnages, tous nos décors et compagnie. Mais c'est vrai que c'était un peu un défi technique, on va dire. Voilà, donc juste, je vais passer rapido. Donc ça, c'est tout bêtement, on a des voitures qui sont en 2D, nos persos. Donc pas beaucoup de challenge sur cette fabrication-là. Ça, Et c'était assez. pour préciser, c'est de la puppet sur cette série, j'ai l'impression. Ouais, Puppet Ok, Animate, voiture dans Animate aussi, mais on a dû faire aussi des voitures en 3D, ce que ok. tu verras plus tard. Du coup, quand il y avait des déformations, en fait, on a fait un mix 2D, 3D. Donc là, typiquement, on a ce genre de plan où c'est pas juste un zoom, en fait, c'est-à-dire que c'est deux plans différents. Donc moi, en tant qu'assistante réalisatrice, il faut que je prévoie d'avoir deux décors, pardon, qui matchent parfaitement, avec les posings qui matchent parfaitement, etc. Voilà, donc ça, c'est quelque chose que je prévois en amont, que je notifie toutes les équipes pour être sûr que le raccord fonctionne. D'ailleurs, comment ça marche? C'est tu zoomes dans le plan 1 et ensuite tu arrives sur le plan 2, mais à quel moment est la transition? La transition, elle est quand t'as le blur ici. Ah oui, d'accord. Donc ça, c'est un truc qui se fait au compo. Mais voilà, donc faut avoir les trucs qui matchent parfaitement, sinon il y a une saute. Ça, c'est un FX de lumière qui a été fait au compo. Voilà, il n'y a rien de spécifique, si ce n'est que j'avais précisé de faire un effet un peu color card pour qu'on ait vraiment le point de focus sur le milieu et pas sur les côtés. Donc, c'est un BG un peu plus simplifié. Ouais. Là, on a un raccord, pas vraiment raccord, mais c'est pas grave parce que c'est cartoon. Et donc là, on a ce fameux pan-up qui se transforme. Ça doit pas être facile. Ouais, qui se transforme en voiture. Donc là, ce que j'ai fait, c'est qu'on fait un décor un petit peu grand en longueur. Donc on fait un décor qui est juste cette OL là, qui se transforme avec de la texture, et ensuite on fait un troisième décor qui est la voiture. Et en fait, avec tout ça, quand on fait au compo, on peut tout rassembler. Comme ça, on a une transition smooth. Juste pour être sûr, quand tu dis OL, c'est overlay, ce qui va Overlay, au-dessus? ouais. Ok. Ouais, ouais, c'est ça. Overlay et underlay. Donc là, l'OL, c'est le volant, le capot et ça là. Ouais. Comme ça, on a pu faire la transition et ça se voit pas. Donc là, on a une voiture en 3D. Donc ça, on le faisait avec un autre studio qui s'appelle Je suis bien content, JSBC. Donc c'était eux qui Mhm. étaient en charge des voitures en 3D. Et donc les voitures en 3D, elles ont un look 2D, mais elles ont été faites en 3D. Et ce qu'on devait faire, c'était traquer les FX de feuilles sur le dessus qui étaient faits en 2D. Et nos personnages qui étaient en 2D à l'intérieur des voitures. Donc pareil, faut faire du tracking pour être sûr qu'ils sont au bon endroit. Et pour le coup, là, c'est de la 3D qui se fond vraiment complètement, parce que j'ai déjà vu, enfin, que ce soit dans des épisodes type Les Simpsons ou autre, où des fois tu vois un truc en 3D, il est cel shading, etc., mais tu sens vraiment que c'est de la 3D, alors que là, j'aurais pas forcément dit.
que ça en était. Bah, Le mouvement le ouais. montre un petit peu, mais ça pourrait être de la 2D juste très Ouais. chiante à faire finalement. On a bossé à fond le texturing final pour franchement, ça marche trop bien, quoi. Bah On ouais, avait, ouais, un, j'aurais pas on dit. avait un petit souci, mais je crois qu'on avait un petit souci sur les lines aussi qui grossissaient au fur et à mesure, mais je crois que c'était cleané, je sais plus trop. Oui, c'est vrai que ça, c'est un des trucs que permettent certains logiciels, enfin, surtout en vecto, quoi, c'est de changer Mm. l'épaisseur des lignes et tout. C'est un Ouais. souci qu'on a en pixels, que quand on zoome, ben, ça reste pareil, et donc c'est des choses où il faut le Mm. refaire ensuite. Donc Mm. il y a plein de contraintes techniques comme ça que tu as dû apprendre avec le temps, comme tu disais, C'est de ça. quel logiciel utiliser pour faire telle chose. Donc là, tu dis Mm. que c'était sur Animate, et j'imagine que tu peux modifier a posteriori tes tailles de lignes, je pense, comme sur Harmony. Oui, mais pas sur la voiture. Parce qu'en fait, la voiture, là, nous, là, en fait, on faisait d'abord le layout pour caler la voiture en 3D. Une fois que le layout était validé, on le mettait dans Animate. On faisait nos posings sur le layout 3D. Ensuite, ça partait en anime. Et ensuite, on avait une suite d'images dans Animate. Et là, on faisait l'anime traqué, tu vois. Ouais. Là, si tu regardes, t'as la ceinture qui est traquée. Donc voilà, donc à cette étape-là de l'anime, la voiture était déjà complètement enfin, finie, quoi. Donc après, je crois qu'on refaisait des passes de clean sur les lignes si jamais ça grossissait trop, mais j'irais pas trop mal quand même. Et truc tout court, mais le fait qu'il ait une ceinture dans sa voiture, est-ce que c'est juste, bah voilà, il a une ceinture parce que c'est une voiture, ou Ouais. est-ce qu'il y a un vrai truc dans une série, on doit pas montrer de gens sans ceinture et tout? Absolument, Ouais, absolument. Et il y a le service S&P qui est Standard and Practice. Donc ça, c'était une série avec Disney. ok. Et donc ils ont un S&P et ils regardent tout. Donc ils regardent à l'animatique, ils regardent à l'animation et au compositing. Et en fait, typiquement, il fallait que nos personnages aient des ceintures dans tous les véhicules. S'ils étaient sur des motos, il fallait qu'ils aient des casques. Et voilà. Et en fait, c'est Standard and Practice et c'est tout ce qui peut être reproduisible par les enfants. Mhm. Il faut faire attention aux normes de sécurité. Ok. Donc C'est voilà. intéressant à savoir ça. Moi, je m'en doutais un petit peu, mais le fait qu'il y ait vraiment un Ouais. truc mis en place et tout, il faut pas montrer quelqu'un sauter par une fenêtre ou des trucs comme ça, j'imagine. Ouais, tout ce qui est, si c'est cartoon et que c'est vraiment poussé dans l'excès, ça peut passer, mais tout ce qui est reproduisible, par exemple, on a vu ça à Xylam, pourtant c'était assez gros quand même, je crois que c'était un personnage qui prenait une machine à laver qui tombait dans une baignoire. Risque Ouais. d'électrocution, faut pas. Un enfant qui monte sur un arbre, faut qu'il ait un casque. Il y a aussi le manger-bouger. Il Mhm. faut pas, quand on fait Là, sur cette série, il fallait pas qu'il y ait de café. Le thé, ça passait, mais il fallait que les couleurs de liquide ne fassent pas ou café ou alcool. Et puis, les aliments, il faut plus que ce soit à base de légumes et compagnie que de frites. Ok. Ouais. Donc, c'est le jeu, hein, ça restera pas mal, mais bon. Si on veut passer sur le service public, c'est comme ça. Ouais, je savais pas que c'était à ce point-là encadré. J'imaginais qu'il y avait une sorte de truc un peu, pas de non-dit, mais en gros, bah voilà, on va faire ça parce que c'est à destination des enfants, mais il peut y avoir vraiment un truc de, bah en fait, vous avez pas mis de ceinture, vous Ouais. refaites et tout ça, quoi. Nous, on avait vraiment ça. Et sur chaque plan, s'il n'y avait pas, fallait qu'on la remette, quoi. Mais enfin, ça peut aller très loin. Après, c'est à enfin, c'est sans doute Ouais, parce c'est que le compréhensible public aussi. aussi peut faire des scandales qu'ils préfèrent prendre les devants, quoi. Mais bon. Hmm. J'en étais où? Ah oui. Donc là, on a une voiture en 3D sur une color card défilante qui se transforme en poster paint d'un personnage qui doit matcher parfaitement avec ce posing-là. Donc là, c'est pareil. Donc, on a fait faire ce posing. De ce posing-là, on a fait faire ce décor. Et là, donc tu vois, là, ça switch dans le blur, pareil. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est des trucs tout bêtes. On le voit pas du tout, mais en fait, faut le réfléchir. C'est pas quelque chose qui se fait comme ça, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, de toute façon, en animation, rien n'existe du tout, quoi. Donc, il faut Non, tout voir. Là, c'est je vois par ça. exemple que dans le décor, il y a avec le fait que des couleurs deviennent plus pâles et qu'il y ait une sorte de, Hum, de petite brume et tout, enfin, il y a rien du tout qui est pas décidé. Tout Donc, est c'est un lancé, truc ouais. énorme. Mm. Ouais. Euh, donc là, du coup, là, la voiture est au décor. Ouais, donc on avait soit des voitures en 2D, soit des voitures en décor, soit des voitures en 3D. Là, la voiture est en décor avec un- une vibration sur le devant,
Le décor derrière qui défile, c'est des plaques dans After Effects. On avait fait des plaques de routes, bâtiments, arbres et ciel. Et en fait, on en avait plusieurs et en alternance, ça faisait des effets de défilant comme ça. Ok. Voilà. Et quand on parle de ça c'est en décor, ça c'est en animation, ça c'est en accessoire, donc les décors c'est tout ce qui va absolument pas bouger, et Ouais, tout ce qui est touché ou manipulé d'une façon ou d'une autre devient un accessoire, peu importe ce que c'est, de ce que j'avais compris. c'est ça. C'est ça. Ouais, c'est ça. On peut, ouais, dès qu'il y a de la déformation, en fait, il faut que ça passe par une case, enfin, par l'animation, quoi. Mhm. Après, on peut faire là, par exemple, la voiture bouge, donc tu pourrais penser que c'est de l'accessoire, mais comme il y a de la texture et tout, et qu'en vrai, c'est une fausse déformation, c'est quelque chose qui est fait au compo, on peut le faire en décor. Ouais. Donc ça c'est aussi toi qui dois définir, bah là ça sert à rien de le faire C'est ça. dans ce C'est ça. département-là, on passe là-dessus. Et c'est aussi en fonction de la DA de la série. Par exemple, je sais qu'il y a des séries où ils aiment bien avoir des props très texturés. Et dans ce cas-là, on fait un système d'OL-UL où, bah, par exemple, une porte qui s'ouvre, tu peux soit l'avoir en décor en plusieurs poses, soit l'avoir vraiment en props. Et tu sais, c'est le fameux truc dans les dessins animés où on voit le truc qui va bouger parce qu'il n'y a pas la texture Ouais. ou parce que c'est Ou un peu parce qu'il a des différent. traits Voilà. autour ou un truc comme ça. Voilà, donc il peut y avoir des props qui sont faits en décor quand on veut que ça se fonde mieux dans l'animation et qu'on le voit pas, Ouais. on le voit pas tout de suite. Là, tous les véhicules sont en 3D avec du tracking de personnages. Le décor est fait entièrement dans After Effects avec des défilants. Ouais. Voilà. Et là, on a un zoom. Donc là, de mémoire, on avait pris une des dernières images en 3D que j'avais fait cleaner en décor pour être sûr qu'on avait suffisamment de résolution pour pouvoir faire ce zoom in. Mhm. Ensuite, ici, on a une grande texture. Donc ça, on avait fait une énorme texture à plat. Et c'était au compositing où ils avaient tout animé. Voilà, ça se transforme en le méchant. Les FX, on les avait fait en compo, je crois. Là, ça, c'est un décor. Et donc là, c'est le plan tricky. Donc là, on a un décor que j'avais fait faire, je pense, à cette résolution ici. Donc Ouais. là, c'est flou parce qu'il y a un point, mais je pense que j'avais fait faire le décor. Ou alors j'en avais fait deux, je sais plus. Et j'avais fait faire le décor comme ça pour ensuite basculer ici sur le props du camion. Comme ça, tu vois, ça match à peu près. Là, on a le rétroviseur en décor avec à l'intérieur le props, un décor défilant speedline à l'intérieur du rétroviseur et un décor After Effects autour. Ici, on rebascule sur une voiture en décor avec un défilant sur After Effects et voilà. Voilà, donc c'est ça mon métier. En C'est gros. quand même bien complexe, forcément, comme on disait, c'est un générique où ça bouge dans tous les sens. Ouais. J'imagine que la série est pas aussi dans tous les sens des transitions, des machins tout le temps, quoi. Il y a beaucoup moins de transitions. Ben, j'ai l'épisode derrière. Il y a beaucoup moins de transitions à ce genre de choses, mais c'est vrai que c'était souvent la question de qu'est-ce qui est en 2D, qu'est-ce qui est en 3D, en fonction Mhm. des animations des véhicules, quoi. Moi, typiquement, mon travail, c'est bon, bah, voilà, voici ce que veut le réalisateur, comment on le fabrique, quoi. Et après, bah, c'est avec après, c'est une discussion avec les chefs de poste aussi, parce que, bah, des fois, il y a des choses que je sais pas. Enfin, c'est ça qui est génial avec mon métier, c'est que je continue d'apprendre tout le temps. C'est vraiment, bah, tel truc, je sais pas faire, bah, je vais voir mon chef de poste qui lui s'y connaît mieux, il me dit, ah, bah, on pourrait faire comme ci, comme ça, et en fait, à chaque fois, j'apprends, quoi. Et puis tu Donc, peux c'est le vachement chouette. réutiliser dans une autre prod si tu retombes sur une situation qui Exactement, ressemble, ouais. etc., quoi. Mhm. Est-ce qu'il y a quelques trucs en particulier que t'as appris, même si c'est une question très large, je sais, mais une situation où il y avait un défi particulier et que vous avez trouvé la solution dont on va faire ça comme ça sur une prod ou une autre? Qu'est-ce que j'ai appris? Enfin, Il y a trop de franchement, trucs là, j'imagine. mais ouais, parce que chaque production, alors, il y a quand même des automatismes qu'on fait, tu vois. C'est-à-dire que j'ai essentiellement fait des productions sous Animate. Là, je suis sur une production, où l'animation est faite sous Harmony. Donc, il y a un truc où, bah, je suis sur cette production depuis bientôt un an. Il y a un an et un mois, j'ouvrais Harmony, je connaissais aucun bouton, je savais pas comment faire, voilà. Donc, il y a un truc où, quoi qu'il se passe, à chaque production, j'apprends des nouveaux logiciels, des nouvelles façons de faire et tout. La base reste la même, à savoir, bah, il y a une taille limite de décor, il y a des choses à respecter. Si on veut retrouver le layout à la fin, il faut qu'on fasse faire et les décors et l'animation à la même résolution et compagnie. Et voilà, donc
Et pareil, sur la prod sur laquelle je suis actuellement, on a aussi, c'est une série en 4K HDR. En plus de Ouais. ça, il y a les problèmes techniques qui se présentent sur bon bah qu'est-ce que ça implique d'avoir du HDR? Ça veut dire que dans nos décors, il faut qu'on n'ait pas trop de dégradés parce que en fait c'est très compliqué de faire des décors en HDR 16 bits ou 8 bits, non 16 bits sur Photoshop. Ah, voilà, donc tout ça c'est des trucs où il faut trouver des entourloupes pour faire la fabrication juste en 8 bits et après on passe en 16 bits, mais il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas trop de dégradés pour pas que ça se voit. Enfin, franchement, j'apprends tout le temps. Et là, bon, là, du coup, on a dit plein de trucs techniques. Est-ce qu'on peut peut-être Ouais. définir vite fait, même si je suis pas sûr exactement Mm, de ce que mm. signifie tout ça, mais le HDR, c'est un rapport avec enfin, c'est une question de quantité de détails, de couleurs, de C'est choses comme la ça. profondeur de couleur, ouais, ce qui Ouais. n'a pas trop de sens en animation 2D, mais c'est un peu les nouveaux, tu vois, Disney+, Netflix, ils sont tous en Oui. mode, bah, pour faire payer leurs abonnements, et c'est, oui, bah, vous aurez des séries en 4K HDR. Et en gros, c'est plus de couleurs, tout bêtement. Des noirs plus noirs. En fait, c'est le range de couleurs qui est beaucoup plus élevé. Ouais. Donc, ça a du sens quand tu fais du live, j'imagine, avec des caméras HDR. Mais quand tu fais de l'anime, surtout 2D, ça a pas trop de sens, quoi. Mais c'est comme ça, on doit livrer un truc en HDR et donc du coup, ça veut dire le problème c'est que si tu fais un décor en 8 bits, ok, tu fais un dégradé de bleu, quand tu vas le gonfler en 16 bits dans After, tu vas voir, tu sais, ces espèces de bandes comme ça Des là. trucs de compression bizarres. Ouais, voilà. Ouais. Je sais pas si c'est de la compression, mais oui. Ouais, bon, après, je fais genre, je connais tout, mais c'est dans les grandes lignes telles que je l'ai compris. Et voilà, donc ça, c'est un truc où, bah, en gros, pour pas avoir cet effet-là, tu peux casser en mettant du grain sur tes décors ou à la fin en compo, voilà. Donc tout ça, c'est aussi des trucs. Ah oui, un truc que j'ai pas dit, c'est que je suis aussi beaucoup en lien avec la direction technique et le pôle recherche et développement de ma boîte. Ouais. Où en gros, je peux pas prendre, voilà, ce genre de décision, c'est pas juste moi qui le prends, pas du tout même, c'est tout le temps en lien avec la direction technique sur, ok, bah, notre parc de machines, il peut ingérer tel truc technique, donc on peut partir sur ça. Mais par exemple, si on n'avait pas eu le parc technique pour pouvoir faire du 4K HDR, je pense qu'on l'aurait pas Mm. fait, par exemple. Voilà, donc et pareil, la mise en place du workflow. Ça, c'est un truc qu'on voit au tout début avec la direction technique, avec dire de prod, moi et direction technique, sur bon, bah, voici comment va se dérouler la production. Donc, on reçoit le pack design. Ensuite, on passe en étape de layout posing. Ensuite, à partir du layout posing, on va faire les layouts BG. Ensuite, on va partir en BG couleur et ici ça va partir en animation sous telle suite de logiciels. Enfin même le logiciel 2022-2023 c'est un truc qui se décide ensemble parce que tu peux avoir des logiciels qui du coup supportent plus tel truc et donc ça marcherait plus. Voilà, et donc tout ça c'est un truc qu'on voit tous ensemble pour Ouais. essayer d'avoir un workflow le plus logique possible, logique pour eux d'un point de vue technique et logique pour moi d'un point de vue fabrication. Par exemple, il y a un truc où je pourrais leur dire, bah non, ça c'est pas possible qu'on le fasse en parallèle parce qu'on a besoin de telle étape avant pour pouvoir faire telle étape. Enfin, voilà. Ouais. Donc ça, c'est aussi un truc que je fais. Et est-ce que Euh, la 4K implique un truc vraiment autre que juste les choses sont deux fois plus grandes? Parce que les c'est deux choses fois plus sont grand, deux deux fois fois plus. plus lourd, Quand c'est j'imagine. 2 fois plus grand, tu passes 2 fois plus de temps à les mettre en couleur, Ouais. en décor, parce que ton décor, le d'être comme ça, bah, il est comme ça. Mm. Et ça demande d'avoir des machines plus puissantes. Et typiquement, là, on se rend compte, donc on vient de commencer le compositing il y a un mois. Et on se rend compte qu'un plan simple met 3 heures à rendre en Ok. 2D. C'est énorme. Voilà. Et Ouais. un plan compliqué peut mettre 24 heures, 48 heures. Donc, et ça, c'est vraiment dû à la 4K. Donc, ça, c'est quelque chose qui s'anticipe et qui se chiffre. Je pense que c'est vraiment, je pense qu'à la fin, c'est un coût. Après, ça change pas en termes de fabrication. Oui, c'est juste 2 fois plus grand et ça change rien de C'est ça, plus. On met pas tant que la plus de machine suit, détails. c'est bon, quoi. On met pas plus de détails parce que c'est du 4K. C'est Mm. juste, bon, bah, c'est plus grand et voilà. Est-ce que tu as déjà fait aussi de la 2D tradi, ou c'est vraiment pas du Animate ou Harmony, ou c'est vraiment, enfin, dans Harmony on peut le faire, mais le côté vraiment image par image tradi qui demande aussi d'autres choses, finalement, où il y a peut-être des intervallistes qui sont pas là en, en Mhm. Puppet.
Bah là, la série sur laquelle je suis, c'est ça. On est en Ouais. traditionnel, on n'est pas du tout en puppet, où effectivement, on fait de l'anime ref avec les intentions, les chartes d'anime et tout, et ensuite ça passe en intervalle dans un studio au Vietnam, et ensuite c'est mis en couleur. Voilà, et ça, bah, c'est une première pour moi Hmm. aussi, c'est hyper bien parce que ça change vraiment de l'animation puppet très un peu saccadée et un peu comment dire, euh, stiff, comment on dit, rigide. Rigide, ouais, c'est ça. Ouais, Bah, ouais. c'est à la fois des fois trop rigide et des fois trop souple. Parce que là, nous, en 2D tradi, on a du mal à tenir nos modèles, tu vois, parce que comme on n'a pas Ouais, c'est de, ça. justement, qu'on n'a pas, enfin, t'as nos personnages d'un plan à l'autre, ils changent de tête et c'est genre, ça se voit un peu là quand même. Bah, c'est ça, donc c'est un défi différent. Et d'ailleurs, est-ce que les besoins en équipe ont été différents de gens qui sont habitués à la puppet et qu'il faut leur apprendre un nouveau truc de méthode, ou est-ce qu'il a fallu Ouais. recruter plein de gens qui sont spécialisés tradi? Je sais pas à quel point c'est des trucs Euh, qu'on peut dire, mais... Bah, là, en fait, le problème qu'on a, c'est que c'est de l'animation adulte et Hmm. qu'actuellement, tous les studios font de l'animation adulte. Donc, il y a une série adulte chez Xylam, chez Faust, chez Bobby Pills. Enfin, voilà, c'est un peu depuis le succès d'Arcane, tout le monde veut faire ça, quoi. Hmm. Donc, pour le recrutement, c'est un peu compliqué parce que tout le monde, en plus, il y a Mars Express aussi, Last Man saison 2. Enfin, voilà. Donc, tout le monde est un peu demandé partout. Donc, Ouais. on a préféré former des gens qui n'avaient jamais fait d'anime adulte et qui ne connaissaient pas l'anime tradi. Après, en vrai, je crois qu'il y en a très peu. Hein. Enfin, c'est ça qui est génial avec les artistes, c'est que tout le monde est hyper polyvalent et peut faire. C'est pas parce qu'on a fait du cartoon qu'on sait pas derrière faire de l'anime Oui, tradi voilà. Ouais. ou adulte, quoi. Non, c'est peut-être plus le logiciel qu'il a fallu prendre en main, Harmony. Les gens connaissent pas forcément. Mais enfin là, on a des équipes de tueurs, quoi. Hmm. C'est ça où je trouve ça super bien. Moi, je sais qu'en tout cas, post cette série pour adultes hyper ambitieuse ou quoi, je pense que j'aurais un peu de mal à revenir justement à du cartoon très, enfin même pas du cartoon, mais à revenir à une série puppet très facile, on va dire, où ça va être un peu, en termes de challenge, bah, ça va Hmm. être un peu plus dur de trouver la même chose, quoi. Ouais. Mm. Et bah, souvent, j'aime bien faire une petite section à la fin sur le côté bah, travail au quotidien, comment est-ce que toi tu vis le truc et tout. Est-ce que tu as des choses à dire là-dessus? Le côté aussi, parce que t'as pas toute la responsabilité de réalisation forcément, mais t'as quand même une certaine responsabilité sur comment les choses se passent et tout. Est-ce que c'est Ouais. un stress particulièrement intense ou quoi? Tu vois, un peu ton ressenti Ouais. là-dessus? C'est beaucoup de charge mentale, Hmm. énormément, parce que c'est vraiment, enfin, tu vois, tu anticipes comment tu vas fabriquer tout ça. Donc il y a un côté charge mentale sur tel truc, faut pas oublier. En fait, je suis vraiment sur toutes les étapes, c'est-à-dire que j'ai pu intervenir sur le storyboard et je vais jusqu'au compo, tu vois. Donc il y a Ouais. un truc où il faut que tu penses à tous les trucs pour tout le monde en amont, faut anticiper, faut tel truc on a oublié de le faire donc machin ou quoi. Et le truc c'est que je suis un peu aussi la référente sur tout le plateau. Hmm. Donc j'interviens surtout avec les chefs de poste avec qui on parle beaucoup, mais il y a un truc où systématiquement les gens viennent me voir quand ils ont des questions, ce qui est normal. Et donc ça c'est un peu en termes de charge mentale, c'est très compliqué parce qu'il faut être Ouais. disponible. Enfin, on peut pas envoyer bouler les gens qui viennent quand ils ont une question, c'est pas possible, quoi. Donc il y a ça qui est compliqué, mais après j'ai pas la là où je suis contente, c'est que j'ai pas la responsabilité financière et enfin les délais de livraison, c'est malheureusement si on n'arrive pas à les tenir, c'est pas de mon dû. Donc ça c'est plutôt chouette parce que je pense que cette pression-là, je pourrais pas la gérer. En revanche, Ouais. il y a quand même une pression de bah, enfin moi je veux que le matos, que les gens soient bien, que tout soit bien balisé, qu'on n'ait pas fait une erreur monstre où ils sont partis dans une direction et en fait c'était pas du tout ça, c'est pas le bon personnage qu'ils ont animé sur trois plans. Enfin tu vois, c'est ce Hmm. genre de truc où ça faut vraiment être vigilant. C'est quand même un gros travail, faut pas se mentir parce qu'il faut être en fait, il faut se souvenir de tout parce que quand on fait de la pré-production, par exemple, on est quand même dans une logique de fabrication, production et donc forcément d'économie. Et donc, il y a un truc où on essaye au maximum de, comme je disais tout à l'heure, de faire de la réhute,
d'aller à l'efficacité, quoi. Et Ouais. ça, c'est un truc où bah, faut quand même avoir une bonne mémoire, faut avoir un cerveau efficace. Voilà. Et là, moi, enfin, je vais pas te mentir, je rêve du taf. Quand je me réveille, je pense au travail. Enfin, voilà. Là, Donc, c'est ce que je me demandais, euh, est-ce que tu arrives à faire une sorte de scission entre travail et hors travail? Parce que forcément, c'est quand on a un poste où on doit gérer plein de gens, on a forcément tout le temps le truc de, ben, il faudra que je dise tel truc à machin, etc. C'est pas, on arrive, on fait mm, notre plan, même si évidemment, il y a aussi ouais. d'autres charges pour les Mm, gens qui fabriquent. Mais dès qu'on dirige, on a forcément tout, comme tu dis, en tête tout le temps. ouais. Donc c'est peut-être pas facile à séparer. Ouais, non. Je pense que je m'arrête jamais en vrai. Ouais. J'arrive à couper quand je suis en vacances. Le week-end, c'est un peu dur, mais non, non. Enfin, il y a un truc où c'est, bah, comme c'est forcément cérébral ou quoi, on y pense forcément tout le temps, quoi. Et même Hmm. là, je vois que je me souviens encore de bah, la série que je t'ai montrée, c'était en 2015. Je me souviens des numéros d'épisodes et à quoi ils correspondent, tu vois. Ouais. Donc il y a un truc genre, ok. Mais bon. Un truc que je me demandais aussi, parce que souvent les personnes qui viennent sont en intermittence pour Mhm. les métiers techniques, artistiques, tout ça. De ton côté, est-ce que tu es employé par le studio ou est-ce que c'est Non, aussi une intermittence? je suis intermittente aussi, ouais. Ok. Donc forcément c'est des contrats longs, donc on a des contrats à la tâche. Donc moi souvent je pars pour 1 an et demi, 2 ans de prod. Ouais. Après ça m'est déjà arrivé d'être au chômage du jour au lendemain parce que chômage technique, voilà. Donc ouais ouais si on est intermittent, euh, permittent comme on dit, vu qu'on est là très souvent. Mais non non ouais c'est et puis là il se trouve que je travaille souvent avec Xylam, mais c'est parce que ça se goupille bien et que les prods s'enchaînent et que c'est des prods qui m'intéressent. Mais en vrai j'aime bien aussi pouvoir me dire, bah, je peux aller dans un autre studio et faire une autre prod parce que ça m'intéresse, quoi. Ouais, carrément. Mm. Et d'ailleurs, en parlant d'autres prods, est-ce que tu as pour idée un jour, ou en tout cas pour intérêt, de aussi travailler dans ce métier sur du long métrage? C'est un truc qui J'aimerais t'intéresserait? beaucoup, Ouais. Parce que c'est pas les j'aimerais mêmes beaucoup, délais beaucoup aussi, faire du long métrage, ouais. les C'est mêmes ce qu'on m'a dit, qualités. on m'a dit que c'était hyper relax. J'ai du mal Bah, j'ai à comprendre. l'impression que Ouais. c'est, encore une fois, c'est par rapport à ce que les gens m'ont dit aussi, mais que t'as plus le temps de faire les choses. Après, il y a forcément le côté pression sur la fin, Ouais. mais il y a moins le côté usine à Mm. épisode qu'on peut avoir dans Mm. une série, de ce que j'ai compris. Ouais. Oui, puis j'imagine qu'il y a moins d'étapes ouvertes en même temps. Enfin, moi c'est surtout ça qui est fatigant, tu vois, c'est Peut-être, que ouais. quand t'as tout, parce que les plannings sont en escalier, donc quand t'as toutes les étapes ouvertes et que tu fais et du storyboard et du compo et machin, enfin, c'est hyper épuisant. J'aimerais beaucoup ouais, faire du long métrage, mais je dis ça et en même temps j'ai aussi un autre projet. J'aimerais bien proposer à Xylam d'ouvrir un département assistant réel Hmm. où justement pour essayer d'avoir parce que on est des intermittents, on va, on vient, on s'en va, on embauche des nouveaux assistants réels qui n'ont pas été formés, enfin qui ne connaissent pas la façon de faire. Et en fait, il y a un truc où je pense que ça mériterait d'avoir un pôle assistant réel où on apprend enfin en gros où on pérennise la façon qu'on aurait dans la boîte de faire les productions et surtout hein, où on pourrait comment dire, on pourrait centraliser les demandes, tu vois, parce que chaque production a sa spécificité, mais il y a quand même un socle commun, tu vois. Et il Ouais. y a un truc où moi j'aimerais bien essayer d'avoir, je sais pas, peut-être une vue d'ensemble sur tout ça et se dire bon bah comment est-ce qu'on peut améliorer au mieux le travail d'assistant réel, bah, en demandant des outils à la R&D qui permettraient de développer des trucs qui nous prennent plein de temps, mais en fait, si ça se trouve, on pourrait développer un truc magique qui ferait que c'est hyper plus efficace et voilà. Donc je sais pas trop encore ce que je ferai après. Ouais, ça, c'est un peu le cas de tout le monde Ouais. dans ces métiers-là, quoi. C'est, comme tu Mm. dis, l'intermittence fait aussi que t'es relativement mobile, quoi. Donc, Ouais. tout peut arriver. Quelqu'un peut Mm, voir ton nom dans un générique et se dire, allez, je l'appelle, machin. Ça mm. peut aller Ouais. très vite, quoi. Même si, Ouais. est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être contacté pour un truc, mais que t'étais sur autre chose ou des choses comme ça? Parce que j'ai l'impression que ça peut arriver vu les temps longs aussi Ah oui, de oui. production. Oui, oui, bah, plein de fois, ouais. Oui, oui. Ouais, On m'avait appelé pour aller en Irlande et tout ça. Et à chaque fois, ce qui me fait dire non, c'est si jamais c'est exactement la même chose ce que je suis en train de faire, tu vois. ouais, Parce qu'il y a un truc où assistant réel, et c'est quand même
c'est quand même lassant sur la fin, quand tu fais une prod où il y a 78 épisodes, tu fais quand même 78 fois la même tâche, quoi. Et il y a un truc où, bah, quand je suis bien installée dans une production ou quoi, et qu'on m'appelle pour faire la même chose sur le même pipeline, dans le même, enfin voilà, là je suis un peu genre bon bah non, je vais plutôt rester là où je suis et s'il n'y a pas de challenge qui m'attend, non, voilà. Mais oui, on m'a souvent appelé. Bah, c'est ça qui est terrible, c'est qu'à ce temps réel, il y en a que un par projet, donc les places sont chères, mais en même temps, on a un contrat qui dure tellement longtemps que bah, Bah ouais. si on loupe l'occasion, on la loupe vraiment, quoi. Et encore une fois, c'est un truc où t'es pas, Mm. il n'y a pas de formation pour, enfin, même pour devenir dans la réalisation, il y a des écoles où Mm. tu apprends à réaliser ton film et tout, mais il y a pas vraiment d'école de réalisation parce que c'est des choses que tu Ouais. apprends aussi en faisant et tout, Bah, directement sur le terrain. clairement, pour moi, c'est vraiment un truc qui s'apprend sur le terrain. Et moi, j'ai encore plein de choses à apprendre. Tu vois, je sais pas être assistante réelle dans la 3D. Je connais pas TV Paint. Enfin, il y a des tas de choses que je sais pas faire. Mais après, j'ai vu qu'ils ont lancé une formation assistant réel à Angoulême avec Ah ouais? je pense que c'est une formation AFDAS avec le socle, Ouais. ça s'appelle. Et donc je trouve ça bien en tout cas de montrer qu'il y a ce genre de métier qui existe, de l'apprendre pourquoi pas, même si je pense que rien ne vaut le terrain pour apprendre. Hmm. Mais voilà, après ça peut être une petite porte d'entrée pour éventuellement faire ça, quoi. C'est ça. Mm. Bah, écoute, pour conclure, est-ce que tu aurais un truc que tu veux rajouter, un petit conseil, un petit truc, un truc que tu voulais dire et qu'on n'a pas dit? Euh, Bah, je sais pas. En tout cas, c'est si jamais vous qui regardez cette vidéo, vous êtes intéressé par les métiers de l'animation, mais que vous savez pas dessiner, que vous aimez l'artistique et tout ça, moi je trouve qu'assistant réel c'est vraiment un super métier. C'est, enfin c'est vraiment, on voit le dessin animé se faire sous nos yeux alors qu'on dessine pas. Et voilà, si vous aimez la coordination, que vous aimez la fabrication et tout ça, bah franchement, go, c'est génial. Et puis voilà, je pense que j'ai tout dit, j'ai beaucoup parlé. C'est une bonne conclusion.